Quand on parle de nos libertés, les mots qu'on utilise ne sont pas juste des détails. Ils cachent une véritable révolution dans la manière dont nos droits sont protégés. On est passé des libertés publiques aux droits fondamentaux. Et croyez-moi, c'est bien plus qu'un simple changement de nom. Et ça, c'est la question centrale, n'est-ce pas? Pendant très longtemps, la réponse était compliquée. C'est justement pour répondre à ce dilemme que tout le concept de droits fondamentaux a été construit. Alors, rentrons direct dans le vif du sujet. La différence clé, elle est là. D'un côté, les libertés publiques, qui sont protégées par la loi. Ça veut dire qu'elles dépendent du bon vouloir du législateur. De l'autre, les droits fondamentaux, qui nous protègent de la loi. Ils agissent comme un bouclier contre ce même législateur. Alors, voilà ce qu'on va voir ensemble. D'abord, on va comprendre ce basculement des libertés vers les droits. Ensuite, on va décortiquer ce que sont vraiment les droits fondamentaux. Et on verra que leur nature est assez complexe. Puis, on analysera ce qui les place au-dessus de la loi. Et pour finir, on découvrira qui sont leurs gardiens. Allez, on attaque la première partie, ce passage des libertés aux droits. Il faut vraiment insister là-dessus, ce n'est pas juste une question de sémantique, c'est une révolution totale dans la philosophie du droit. Le point crucial, il est là. On a complètement repensé la protection. On est passé d'une logique où c'est la loi, donc le législateur, qui accorde la liberté, à une logique où la liberté elle-même vient limiter le pouvoir du législateur. La perspective est totalement inversée. Bon, maintenant qu'on a posé le cadre, c'est quoi concrètement un droit fondamental? On peut vraiment les imaginer comme le plan d'architecte de nos libertés modernes. Et petite surprise, l'idée ne vient même pas de France. Le concept nous vient de l'allemand Grundrecht, le droit de base, qui a apparu dès le 19e siècle. C'est devenu la pierre angulaire de la démocratie allemande après 1945, et c'est seulement dans les années 80 que la doctrine juridique française l'a vraiment adoptée et développée. Et c'est là qu'est toute la différence. Un droit fondamental, ce n'est pas une belle déclaration d'intention. C'est un droit bien concret, inscrit noir sur blanc dans des textes juridiques. C'est ce qu'on appelle le droit positif. En gros, ça veut dire que ce sont des règles qui sont réellement applicables et qu'on peut faire valoir devant un juge. On quitte le monde des idées pour entrer dans celui des droits réels et efficaces. Ok, on a la définition. Mais dans le détail, ça ressemble à quoi? On va voir que les caractéristiques de ces droits sont parfois assez nuancées, voire surprenantes. Ce qui est fascinant, c'est qu'un seul et même droit peut créer deux types d'obligations pour l'État. Prenons la liberté d'expression. D'un côté, il y a une obligation négative. L'État ne doit pas faire quelque chose, il ne doit pas censurer. Mais il y a aussi une obligation positive. L'État doit faire quelque chose pour que cette liberté soit réelle, par exemple en s'assurant que tout le monde ait accès à Internet. Il faut savoir qu'en Europe, et tout particulièrement en France, on a une vision très individuelle des droits. Chaque personne les exerce en son nom propre. Même un droit comme le droit de grève, qui a l'air collectif, est à la base un droit individuel. C'est une approche très différente de certains systèmes, comme au Canada, où il existe des droits collectifs pour protéger une communauté en tant que telle, par exemple sur le plan linguistique. Mais attention, quand on dit individuel, ça ne veut pas dire que ça ne concerne que les êtres humains. Les personnes morales, c'est-à-dire les entreprises, les associations, sont elles aussi titulaires de droits fondamentaux. Le droit de propriété ou la liberté d'entreprendre, par exemple, sont des droits qui les protègent. Et là, logiquement, ça nous amène à une question super actuelle. Si une entreprise peut avoir des droits, pourquoi pas un animal, une forêt, un fleuve? C'est un débat énorme en ce moment. Certains pays ont même déjà sauté le pas. Et ça soulève des questions vertigineuses. Qui parlerait au nom de la nature? Comment? Voilà un principe absolument fondamental à comprendre. Quasiment aucun droit n'est absolu. À part quelques très rares exceptions qu'on va voir juste après, tous les droits doivent être mis en balance les uns avec les autres. Ils se limitent mutuellement. Mais alors, quelles sont ces fameuses exceptions? Ce noyau dur, non négociable? Eh bien, il s'agit par exemple de l'interdiction de la torture ou de l'esclavage. Ce sont des droits considérés comme tellement essentiels qu'aucune situation, même la plus extrême, ne peut justifier qu'on y touche. Pour bien comprendre cette idée de balance, prenons l'exemple le plus classique qui soit. La liberté d'expression est cruciale, bien sûr, mais elle ne peut pas aller jusqu'à permettre de détruire la vie privée de quelqu'un. Le juge doit alors trouver le point d'équilibre le plus juste possible entre ces deux droits qui s'entrechoquent. Et ce travail d'équilibriste, en droit, ça a un nom un peu technique, la casuistique. Ça veut simplement dire qu'il n'y a pas de formule magique, pas de règle toute faite. Tout est une question de contexte, des faits de l'affaire. Le juge doit faire du sur-mesure, au cas par cas. On arrive maintenant à ce qui fait toute la puissance des droits fondamentaux, leur véritable super-pouvoir, leur place tout en haut de la hiérarchie des normes. Le mot-clé ici, c'est supra-législativité. Ça veut tout simplement dire au-dessus de la loi.
Une loi, même si elle est votée par une majorité de parlementaires, ne peut pas violer un droit fondamental. C'est la fin de ce qu'on appelait le légicentrisme, cette vieille idée que la loi est toute puissante et ne peut jamais mal faire. On représente souvent ça avec l'image d'une pyramide, la fameuse pyramide des normes. Tout en haut, au sommet, on a la Constitution et les grands traités internationaux. C'est là que sont inscrits nos droits fondamentaux. Juste en dessous, on trouve les lois votées par le Parlement. Et la règle du jeu est simple, un étage inférieur doit toujours respecter l'étage supérieur. Ok, on a un bouclier, une hiérarchie. Mais qui veille au grain? Qui sont les gardiens chargés de brandir ce bouclier et de faire respecter ses droits? Et là aussi, le changement est total. À l'époque des libertés publiques, c'était le juge de tous les jours, le juge administratif ou judiciaire, qui s'en occupait. Avec les droits fondamentaux, de nouveaux gardiens sont apparus, des juges spécialisés. En France, c'est le Conseil constitutionnel et au niveau européen, la Cour européenne des droits de l'homme, par exemple. Ce n'est pas un hasard si on a évolué comme ça. C'est le résultat d'une prise de conscience, surtout après les tragédies du XXe siècle. Même un parlement élu démocratiquement peut voter des lois terribles. Il fallait un garde-fou. Et cette phrase du juriste Mauro Capelletti résume parfaitement ce tournant historique. Voilà, on a fait tout le chemin ensemble. On est parti d'une liberté qui était accordée par la loi pour arriver à un droit qui, aujourd'hui, contraint cette même loi. On a vu que la frontière de qui peut avoir un droit a déjà bougé. Alors la question pour l'avenir, c'est jusqu'où ira-t-elle ? Est-ce qu'un jour cette logique de protection s'étendra à des entités non humaines, comme une forêt ou même une intelligence artificielle ? La révolution est peut-être pas finie.